Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence de l'ABC. Avec la Covid, nous ne pouvions plus vous accueillir dans le centre de Bondy, le centre culturel, et nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure du streaming, grâce à Jacques Desrumeaux qui a conçu le dispositif technique et qui a aussi composé la musique chinoise que vous venez d'entendre. Donc, la conférence d'aujourd'hui, les peintres jésuites à la cour de Chine au XVIIIe siècle, a été déjà reportée 2 fois. Nous avons décidé de vous la proposer en 3 unités et aujourd'hui, nous allons nous lancer dans la première unité. C'est l'histoire d'une rencontre que je vais vous raconter aujourd'hui. Une rencontre entre des hommes que rien ne prédisposait à se rencontrer. D'un côté, des hommes de foi, les jésuites, et de l'autre, des hommes de pouvoir, les empereurs de Chine. Rencontre improbable, s'il en est, et qui, comme beaucoup de rencontres, a été faite au départ de désir, de curiosité, d'attirance, et puis aussi de désillusion, voire de malentendus. Donc, nous revenons un petit peu en arrière pour comprendre ce qui s'est passé. Les jésuites étaient en Chine depuis déjà près d'un siècle. Au XVIIe siècle, Matteo Ricci avait inauguré les contacts avec la cour de Pékin. Souvenez-vous de la conférence sur la porcelaine. Les Chinois empêchaient les étrangers de passer en Chine et ils étaient cantonnés, c'est le cas de le dire, à canton, et le commerce avec la Chine ne se faisait que par canton. Les jésuites étaient à Macao, ils venaient du Portugal en général, et ils étaient à Macao. Matteo Ricci était précédé par sa renommée de géographe en particulier, et il a été invité à la cour de Chine où il est resté. Donc c'est lui qui a inauguré les rapports avec la Chine. Et c'était uniquement des scientifiques qui étaient appelés à la cour de Chine, des astronomes, des physiciens, des mathématiciens, et voilà que l'empereur Kangxi va souhaiter faire venir à Pékin des artistes, et en particulier des peintres. Pourquoi ? Bien, c'est ce que nous allons essayer d'expliquer, et dans quelles conditions cela a pu se faire. Le rapport correspond à une période de prospérité pour la Chine, et en fait, ces peintres en Chine sont connus, très connus, célèbres. Ce qui n'est pas vraiment le cas en Occident, et dans le cadre de nos études sur les échanges Orient-Occident, eh bien, j'espère pouvoir un petit peu réparer cet oubli. Nous allons surtout parler de 2 peintres, Castiglione, Giuseppe Castiglione et Jean-Denis Attiret, mais en fait il y en a eu une bonne dizaine, dont nous parlerons aussi incidemment. Alors, au-delà du destin individuel de ces peintres, qui sont des peintres quand même hors du commun, d'un très très haut niveau, je voudrais poser 2 questions plus générales. D'une part, est-ce qu'on peut encore parler d'interculturalité quand, dans les échanges artistiques, il y a une disproportion, et en particulier l'exercice d'un pouvoir très fort du côté des Chinois? C'est le premier point. L'autre question qui me tient à cœur, c'est le problème des dispositifs matériels. Si vous voulez, les supports ne sont pas les mêmes, les techniques ne sont pas les mêmes, et quelle est l'incidence de cette matérialité sur la fabrique du regard, c'est-à-dire la manière dont les spectateurs regardent les œuvres. Et nous, occidentaux, comment pouvons-nous regarder des œuvres qui ont été produites dans un contexte chinois? Nous allons faire un petit retour en arrière sur la rencontre donc entre les peintres et les empereurs de Chine, et voir un peu les circonstances, dans quel contexte politique la rencontre a pu avoir lieu. Vous avez sous les yeux un dispositif graphique
pour replacer un petit peu les choses dans leur contexte historique. Vous avez deux dynasties sous les yeux. Tout en haut, la dynastie des Bourbons en France, avec Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, le long règne de Louis XIV, hein, est visible ici. Et puis en bas, vous avez la dynastie Qing qui règne en Chine depuis avant, un petit peu avant 1661, 1644 en fait, mais les premiers empereurs de Qing étaient essentiellement occupés aux conquêtes militaires et donc on n'ont pas compté de la même façon que ceux que vous avez sous les yeux. Les trois principaux, Kangxi, Yongzheng et Qianlong, donc qui ont vécu au XVIIIe siècle tous les trois, et vous voyez qu'ils ont eu un règne. Kangxi a eu également un règne très long, et son petit-fils Qianlong a eu la même longueur de règne parce que en fait il ne voulait pas, respect pour son grand-père, il ne voulait pas régner plus longtemps. Donc ils ont régné tous les deux le 61 ans. Mais en fait, Qianlong a continué à exercer le pouvoir au-delà de son abdication. Alors, d'entrée de jeu, ce qu'on remarque dans ce parallélisme, c'est la différence des représentations. Les rois de France sont représentés en pied avec manteau d'hermine, collier du Saint-Esprit et des perruques plus ou moins bizarres, hein, comme la perruque de Louis XIV, avec en arrière-plan des tentures lourdes, des drapés. Et puis vous avez en bas les empereurs de Chine qui sont représentés assis et non pas debout, qui sont représentés de face, et c'était très important symboliquement qu'on voit la face de l'empereur complètement. Vous avez peu de relief, l'essentiel c'est la précision des traits des personnages, pas de perspective très affirmée, ni d'ombre, et un fond nu. Alors, ces deux différences de représentation montrent bien aussi la différence culturelle entre les deux peuples. La jonction va se faire donc par les peintres jésuites. Là, c'est la seule image dont nous disposions, et encore, ce n'est pas très sûr que ce soit lui, de Giuseppe Castiglione. La particularité de ce peintre, c'est que il a vécu longtemps, 78 ans. Il est arrivé en Chine à l'âge de environ 25 ans, et il a été sinisé très rapidement. Il parlait le chinois et le mandchou, donc il s'est intégré très facilement, et en Chine, on l'appelle langue Shening, ce qui veut dire l'homme tranquille. Voilà. Donc il va traverser ces règnes, et en même temps, c'est le pont, si vous voulez, entre les deux civilisations. Alors, petit rappel des circonstances temporelles. Donc, je parlais tout à l'heure de Matteo Ricci. Matteo Ricci, vous voyez le trajet que faisaient les jésuites pour arriver en Chine, qui est un trajet considérable. Il fallait compter, pour arriver à Pékin depuis la France, il fallait compter au moins 2 ans. Donc, quand on partait pour la vie. En général, c'était sans espoir de retour. Les jésuites partaient en tant que missionnaires. Alors, la Compagnie de Jésus, elle a été fondée en 1556 par Ignace de Loyola. Et c'est un ordre qui se distingue par sa capacité de créer un réseau, par une organisation quasi militaire, une obéissance totale, une soumission au pape, et en même temps, c'était des intellectuels, c'est-à-dire des hommes avec une formation approfondie et une vocation missionnaire et enseignante. C'est cette vocation missionnaire et enseignante qui va expliquer leur départ en Chine.
Matteo Ricci, qui a vécu longtemps à Macao, donc s'est installé à Pékin en 1601. Et à la cour de Chine, il était extrêmement apprécié avec les autres missionnaires de Chine. Ils sont partis en Chine pour opérer des conversions. Euh, alors, excusez-moi, voilà. Voilà une tapisserie française de Beauvais qui est très connue, les astronomes qui représentent les jésuites à la cour de Chine. Cette tapisserie a été diffusée à de multiples exemplaires et vous avez ici un détail un peu plus clair parce que j'ai pris une version de la tapisserie plus récente où on voit très nettement l'empereur Kangxi qui est habillé de rouge avec sa plaque indiquant sa dignité, un dragon à 5 griffes sur la poitrine, prenant des leçons de mathématiques avec le père Chasles. Et dans la tapisserie, vous voyez, alors outre les instruments d'astronomie, vous avez également, en bas de l'image, vous voyez un jeune garçon, vraisemblablement un des enfants de Kangxi, qui non seulement prenait lui-même tous les jours ses leçons de mathématiques et d'astronomie, mais en faisait donner à ses enfants et petits-enfants. Alors, pourquoi les rois de France ont-ils joué un rôle majeur dans les échanges culturels avec la Chine? Alors, d'abord, il faut expliquer les jésuites, pardon, avaient des principes qui avaient été posés par Matteo Ricci à la suite de ses premiers contacts avec les empereurs de Chine. L'idée, c'était de se fondre dans la culture chinoise. Donc, s'adapter à cette culture, parler la langue. Donc, Matteo Ricci recommandait aux jésuites qui venaient en Chine d'apprendre avant le chinois. Donc, ils pratiquement tous parlaient le chinois. Ils portaient le costume local. Vous voyez tout à l'heure, vous avez vu Castiglione qui était habillé comme un disciple de Confucius. D'autre part, ils étaient très ouverts aux valeurs chinoises et tentaient de les accepter au mieux. Et leur idée, c'était de propager la foi en s'appuyant sur des valeurs et sur leur force intellectuelle, en quelque sorte, de convaincre par la culture. Alors, pourquoi les rois de France ont-ils joué un rôle là-dedans? Alors, ils rejoignaient le projet des jésuites, d'abord parce que c'était des rois catholiques. Il faut souligner également le rôle des jésuites comme confesseurs. Je pense que tout le monde connaît le nom du confesseur de Louis XIV. Vous le connaissez tous. Alors, il s'agit du Père Lachaise. Louis XIV était fortement influencé par son confesseur, ainsi que les jésuites à la cour de France également s'adressaient à une élite. Ça faisait partie de leur principe, en se disant que après, si on s'adressait aux gens qui gouvernent, après, la conversion pourrait gagner d'autres personnes. Donc, ça c'est un premier point. Ils ont d'autre part une volonté économique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était les Portugais qui s'étaient surtout implantés en Chine et les jésuites suivaient les bateaux portugais. Mais les intérêts français n'étaient pas aussi bien représentés, ce qui ne plaisait pas à Louis XIV. La Compagnie des Indes a été fondée en 1664 et comme les produits chinois intéressaient les Français auraient bien voulu que les Chinois s'intéressent à leurs produits. Et donc, c'était le sens des échanges qui vont avoir lieu. Il y a beaucoup de points de convergence culturelle, d'autre part, entre les empereurs et rois de France. D'abord, dans les deux pays, l'empereur est considéré comme le promoteur
et le conservateur des arts, des techniques et des sciences. Les Français ont créé une académie des sciences, l'académie des lettres, et en Chine, il y a l'académie Hanlin qui réunit à la fois les arts et les lettres. C'est là d'ailleurs que les peintres se retrouvent. Les rois de France et les empereurs de Chine ont les uns et les autres une pratique artistique. Louis XIV était un très bon danseur, d'ailleurs c'est pour ça qu'il se fait représenter avec la jambe en avant, il se trouvait qu'il avait de belles jambes, mais Kangxi était un poète et un calligraphe très important parce que tous les ans il publiait plusieurs livres. Nous reviendrons sur cette prédominance de la calligraphie qui est l'art majeur en Chine. Et donc, c'est Louis XIV, en fait, qui va avoir l'idée, pour la première fois, de créer une mission pour avoir des contacts, une mission diplomatique qui aurait des contacts avec la Chine par la culture. Et ce sera le début de la sinologie, donc c'est un point très, très important. L'idée de ces contacts est venue essentiellement quand à la cour on a reçu une ambassade du Siam. Le Siam, c'est l'actuelle Thaïlande, faisait partie des tributaires de l'empereur de Chine. Ils ont ramené à Louis XIV des cadeaux somptueux, dont des porcelaines de Chine. Alors bon, ils ont été un peu moqués à la cour, les courtisans n'avaient pas leur langue dans leur poche, et les chapeaux pointus des Siamois ont été plaisantés. Mais Louis XIV, donc il y a eu 2 ambassades, une en 84, une en 86, et Louis XIV a décidé de rendre l'appareil au roi du Siam, et en même temps de lancer une mission pour la Chine. Donc il y avait 5 jésuites qui sont partis avec l'ambassade du Siam, qui sont arrivés en Thaïlande et qui sont ensuite partis à Pékin par leurs propres moyens, chacun séparément, avec l'idée qu'il y en a au moins un qui arriverait. En fait, ils ont été bien reçus, et parmi eux, il y avait un personnage qui va jouer un rôle majeur, c'est le père Bouvet. Le père Bouvet qui va se lier d'amitié avec Kangxi et donner des leçons au prince héritier. Donc, d'autre part, il constate que l'empereur Kangxi semble faire à l'époque un bon accueil au christianisme. En 1693, l'empereur Kangxi envoie en France le père Bouvet avec pour mission de ramener des scientifiques, mais aussi des artistes, parce qu'il avait vu des gravures, il avait vu des tableaux occidentaux et qu'il les appréciait. Il voulait faire venir des artistes à sa cour. Donc, le père Bouvet est revenu en France, donc alors, tout ça prend énormément de temps, ça va prendre presque 10 ans ces contacts, parce que les transports sont extrêmement lents et on n'a pas d'autres moyens de communication. Donc là, vous voyez Louis XIV dans l'Académie des sciences, avec les outils et puis les références aux différentes disciplines scientifiques, astronomie, géographie, etc. Et le père Bouvet, donc, va, en revenant en France, va apporter à Louis XIV d'abord 40 ouvrages chinois précieux, c'est le premier fonds de la Bibliothèque nationale de France. Le premier fonds chinois, c'est vraiment le début de la sinologie, ce que Louis XIV a vraiment apprécié. Et d'autre part, le père Bouvet a publié un ouvrage dans lequel il fait un portrait comparé de l'empereur de la Chine au roi de France. Louis XIV et Kangxi avaient effectivement beaucoup de points communs. Ils avaient commencé tous les deux à régner très très jeunes, une dizaine d'années. Ils avaient subi le contrôle d'une régence autoritaire. Ils avaient dû faire face à des frondes. Donc ils avaient beaucoup de points communs au niveau biographique.
et sans compter la polygamie, mais nous n'en parlerons pas. Les jésuites n'en parlent pas. Donc, le père Bouvet est reçu par le roi Louis XIV, et Louis XIV prépare des cadeaux pour Kangxi. Alors, Bouvet va repartir en Chine, et en 1699, il va retourner à Pékin en amenant avec lui Giovanni Battista Gherardini, qui est un peintre originaire de Bologne mais qui exerçait en France à Nevers, et un sculpteur, Charles de Belleville. Il retrouve Pékin, donc nous sommes juste à la fin du XVIIe siècle, et il apporte des cadeaux à l'empereur de Chine, notamment un portrait du duc du Maine que nous voyons ici, et d'autres portraits du roi, des peintures à l'huile en fait. Il offre aussi des miroirs qui étaient très appréciés en Chine. Les Chinois ne savaient pas encore fabriquer de verre, de plaques de verre et de miroirs. Et l'empereur, voilà, je vous lis un passage d'une lettre des Jésuites à l'empereur de Chine, qui rend compte des réactions de l'empereur Kangxi. L'empereur, qui voulut les considérer de plus près, se fit apporter chaque pièce l'une après l'autre, et comme il se connaît parfaitement en toutes sortes d'ouvrages, il marqua mieux que personne l'estime qu'on en devait faire. Mais ce qui le frappa davantage furent les portraits de la maison royale, et surtout celui du roi, dont ce prince ne pouvait détacher les yeux. Quant au portrait du duc du Maine, il en fut si charmé qu'il le garda longtemps dans son cabinet et se le fit apporter plusieurs fois devant nous pour le considérer de nouveau, de même à peu près qu'il avait fait celui du roi. Alors, deux choses intéressantes. Bon, d'une part, la fascination de l'empereur pour les portraits. Je crois que c'est une des raisons principales qui va le pousser à faire appel à des peintres occidentaux. Il y a dans les portraits occidentaux une ressemblance et que les Chinois n'avaient pas recherché et qui pouvait séduire l'empereur. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est d'entendre que l'empereur fait apporter les tableaux. C'est-à-dire, on va pas accrocher ces tableaux au mur, on se les fait apporter. Ça donne un indice sur le mode de contemplation des œuvres qui est développé chez les Chinois. Alors, petit détail amusant, l'empereur Yongzheng, qui est l'héritier de Kangxi, est figuré ici en costume occidental, il est peint par un Chinois, et avec une perruque. Est-ce que c'est un déguisement? Nous verrons tout à l'heure que peut-être que il y a un sens symbolique plus important dans ce costume occidental de Yongzheng qui apparaît dans plusieurs dessins, plusieurs représentations. À partir de là, eh bien, à la demande toujours de l'empereur, de nombreux peintres vont venir rejoindre le père Bouvet à la cour de Chine. Alors, il y en a de plusieurs nationalités, et certains, comme Giuseppe Castiglione, continuera à prendre un bateau portugais, d'autres les bateaux français. Donc, il y a des Français, mais aussi des Italiens, flamands. Donc, nous parlerons surtout de Jean-Denis Attiré et de Giuseppe Castiglione, mais il y a également un bohémien, Ignace Sichelbach, Jean Salluste Damascène, qui était italien, et plus tard Louis Poirot, Giuseppe Panzi. Donc, en fait, c'était des volontaires qui partaient sans espoir de retour, la plupart du temps. Certains ne se sont pas habitués, sont revenus très vite. Ce fut le cas de Gherardini. Alors, ce que les peintres jésuites espèrent, c'est convaincre par la force de leur art. C'est un art qui repose essentiellement sur l'émotion. Entre contre-réforme et baroque, il y a une espèce d'exaltation de la foi. Vous avez au niveau architectural
vous avez ces façades baroques caractéristiques, vous en avez plusieurs dans la région. Il y en a une notamment à Cambrai et une à Saint-Omer qui est très belle. Alors, c'est un art aussi d'illusion. Vous avez là un plafond, c'est un peu, ça paraît un peu petit, mais c'est difficile de photographier tout un plafond. Quand on rentre dans ces bâtiments, on doit avoir l'impression d'une aspiration vers Dieu, vers le ciel. Et donc, il y a des effets de trompe-l'œil qui sont là absolument extraordinaires. C'est un virtuose du trompe-l'œil, Andrea Pozzo. C'est Saint Ignace à Rome. Vous avez des peintures qui s'intègrent dans l'architecture au point qu'on ne sait plus distinguer ce qui est réellement l'architecture réelle de l'architecture peinte. Vous avez d'autre part des effets de perspective très, très élaborés, bien sûr. Il y a un calcul extraordinaire pour arriver à ça. Des effets de profondeur, de distance et de modelé. Donc c'est un art que les jésuites qui vont aller en Chine avaient appris, maîtrisé. Alors, deux peintres vont nous intéresser, comme je l'indiquais tout à l'heure. Le premier, c'est le plus célèbre, c'est Giuseppe Castiglione. C'est un Italien qui est entré très tôt à la Compagnie de Jésus, il était très jeune. Il a été formé par Andrea Pozzo à Rome et Jean Ross à Gênes, et c'est quelqu'un qui était, à 20 ans, il était déjà un peintre reconnu, notamment par ses portraits. Il a fait des portraits de familles nobles dont malheureusement nous n'avons pas de traces. Nous avons peu d'œuvres qui restent de lui. J'ai réussi à retrouver ces tableaux, notamment celui-ci, Jésus et la Samaritaine, qui donne une idée de sa technique extrêmement aboutie. Perspective parfaite, des drapés savants, et une forme aussi de douceur et de tendresse dans cet art. Effet de profondeur, le paysage dans les lointains, ça c'est quelque chose qui est typiquement occidental et qu'on ne retrouvera pas dans l'art chinois. Et il va se porter volontaire pour la Chine et il part en voyage. Alors déjà le voyage, une fois qu'on était volontaire, fallait apprendre la langue et ensuite le voyage, il fallait aller jusque là, jusqu'au Portugal. Donc sur la route, il rencontrait d'autres jésuites qui les accueillaient. Et là, apparemment, Castiglione a décoré une chapelle à la cathédrale de Coimbra, mais dont nous n'avons pas trace non plus. Voilà un autre tableau de lui que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une atmosphère dans ce tableau. Il y a une composition très très travaillée avec la diagonale, les éclairages surtout que nous allons retrouver dans les tableaux chinois de Castiglione. Un travail extraordinaire sur les éclairages, les arrière-plans et aussi un détail qui va nous importer, les animaux. Vous voyez un chien sur la gauche et un gros poisson sur la droite. Or ça va apparaître dans l'œuvre peinte de Castiglione en Chine. Et il va peindre, il va être notamment célèbre pour ses tableaux d'animaux. J'ai fait exprès de choisir un chien et un poisson pour qu'on puisse faire le parallélisme. Les Chinois l'ont appelé Langshening, ce qui veut dire homme du monde, tranquille. Et je pense que c'est quelqu'un qui avait un caractère extraordinairement gentil, aimable, qui plaisait à tout le monde, qui avait plein d'amis, aussi bien chez les Chinois que chez les peintres, ses collègues et les autres jésuites. On ne trouve absolument rien de négatif sur ce personnage qui semble avoir eu un caractère hors du commun. Et c'est aussi un peintre extraordinaire. Il a été extrêmement reconnu en Chine pour son œuvre. Su Kangxi, il a débuté comme peintre ordinaire en peignant des émaux, en fait, la peinture sur émail.
Et puis, ses œuvres principales, c'est Su Yongzhen qui les a signées, notamment les 100 chevaux, dont nous parlerons la prochaine fois, qui est son œuvre majeure, un rouleau de 8 mètres avec la représentation de 100 chevaux dans un paysage. Euh, donc, Su Kangxi, eh bien, il avait des responsabilités qui font qu'il a peut-être moins produit ou produit avec d'autres, mais il a eu un rôle et une autorité très importante sur des équipes, si vous voulez. Euh, Qianlong l'a nommé mandarin. Il était donc fonctionnaire impérial et il a fini vice-ministre et fonctionnaire de premier rang. Donc il était extrêmement reconnu et il est extrêmement aussi célèbre en Chine. Jean-Denis Attiret, lui, est né dans le Jura, à Dole, dans une famille d'artistes. Alors, vous connaissez peut-être son cousin, Claude François Attiret, qui a plusieurs œuvres sculptées au Louvre. Son père était simplement ébéniste, hein, mais lui était très doué, et plusieurs personnes de sa famille l'étaient aussi. Et il a obtenu la protection du marquis de Broissia, qui avait lui-même un frère jésuite qui était mort et qui, bon, admirait beaucoup le jeune peintre, et qui l'a financé, qui l'a poussé à aller à Rome, se former. Donc, c'est un très habile portraitiste, c'est pour ça aussi qu'il va être reconnu avant son départ. Nous n'avons qu'un seul portrait qui est très médiocre, donc je ne l'ai pas montré. Nous avons trois œuvres de lui qui subsistent avant son départ pour la Chine. Bien qu'il soit parti, lui, assez tardivement, il avait 38 ans quand il est arrivé en Chine. Vous voyez, dans la lignée d'Hubert Robert, la poétique des ruines. Bon, mais il était renommé aussi comme portraitiste, même si nous n'en avons pas la trace. Il est devenu jésuite à l'âge de 33 ans et a fait son noviciat à Avignon où il a peint des fresques, dont malheureusement il ne reste rien. Quand il est arrivé en Chine, il a fait un portrait de l'impératrice Ulanara, c'est ce qui est son œuvre la plus connue actuellement. Mais quand il est arrivé à la cour de Chine, pour se faire reconnaître auprès de Qianlong, il avait peint une adoration des mages. Je pense que pour Qianlong, l'adoration des mages est un sujet qui devait avoir des consonances culturelles particulières. C'était un enfant, donc un successeur, de bon augure, c'était la représentation de l'enfant, c'est une représentation de bon augure, et en plus à qui on offre des cadeaux. Et donc je pense que pour l'empereur de Chine, ça devait faire référence au système des tribus, dont nous aurons l'occasion de parler en détail la prochaine fois. Alors cette impératrice Ulanara, elle a eu un destin assez terrible. C'était la seconde femme de l'empereur Qianlong, et elle était bien vue, bien en cours, jusqu'à un jour, au cours d'un banquet pour l'impératrice douairière, il s'est produit quelque chose. On ne sait pas vraiment ce qui s'est produit, mais elle est tombée en disgrâce immédiatement. Et elle a été immédiatement éloignée de la cour, cloîtrée, et même quand elle est morte, elle n'a pas pu bénéficier du tombeau habituellement réservé aux impératrices. Elle a gardé son titre d'impératrice, mais on ne la voyait plus. Et apparemment, la légende veut, enfin on n'est pas sûr de cela, qu'elle se soit coupé les cheveux en signe de deuil. Enfin, elle était apparemment déprimée et elle se serait coupé les cheveux en signe de deuil le jour donc de l'anniversaire de l'impératrice douairière, ce qui était un affront extraordinaire. Ce serait pour ça qu'elle aurait été disgraciée. Alors, pourquoi je mets en valeur ce portrait? C'est parce que nous avions l'intention de vous projeter le film de Charles Demeaux, Le portrait interdit. Malheureusement, à cause de la Covid, ça ne sera pas possible, mais vous pouvez peut-être le voir en ligne.
avec l'actrice Fan Bingbing et Melville Poupeau dans le rôle d'attirer. Ce film présuppose une attirance réciproque d'ordre amoureux entre l'impératrice et le peintre, ce qui, à mon avis, est hautement invraisemblable. Mais l'avantage du film, c'est qu'il propose une reconstitution extraordinairement précise et documentée de la cour de Tianlong, et il montre le travail des peintres avec beaucoup de précision et des objets authentiques. Donc voilà pourquoi nous avions projeté de vous montrer ce film. Alors, donc, Attiré a été nommé directement peintre de la cour et travaillé avec Castiglione. Ils sont très vite devenus amis. Mais Attiré, lui, parlait mal le chinois et ça lui a posé beaucoup de problèmes. Heureusement que Castiglione l'a aidé à s'intégrer. Alors, ce qu'il faut encore dire sur ces peintres jésuites, c'est que nous sommes bien documentés sur leur manière de travailler et leur insertion sociale à la cour, parce que ils étaient tenus d'écrire des comptes rendus de leur action, d'une part pour leurs supérieurs hiérarchiques et d'autre part pour leurs protecteurs. Ça servait aussi à demander des subsides. Donc les lettres édifiantes et curieuses, nous les avons, elles sont en ligne, et si vous reportez à la cytographie que nous avons mis sur notre site de l'ABC, vous pouvez trouver les liens qui vous permettent d'y accéder directement. Attiré notamment a écrit plusieurs lettres qui sont fort intéressantes sur la peinture chinoise et les jardins. Alors, leur correspondant en France, c'était Jean-Baptiste du Halde. C'est lui qui a édité les principales lettres. Et puis, bon, à l'époque, on était moins scrupuleux qu'actuellement. Les lettres, elles étaient un petit peu accommodées pour être plus plaisantes pour les lecteurs par Jean-Baptiste du Halde. Mais outre ces lettres, il recevait des albums de gravures chinoises, des dessins, et il a produit une compilation de tout cela, des informations qu'il avait sur la Chine et des dessins, et il a produit cette description de l'empire de la Chine qui est paru en 1735. C'est un ouvrage très important. Il a été traduit dans toutes les langues européennes, et c'était, on parlait des débuts de la sinologie, c'est le premier ouvrage très bien documenté sur la Chine. Il y avait des planches de dessin. Là, vous voyez par exemple une planche sur le travail de la soie, et c'est dans une édition anglaise. Alors, ce que les peintres jésuites espèrent en arrivant en Chine, c'est contribuer par leur talent à la gloire de Dieu et au salut des âmes. C'est-à-dire que leur talent était complètement lié à leur dévotion. Et c'est par là qu'ils souhaitent opérer des conversions. Là, je vous ai mis Saint Ignace de Loyola en extase, parce que ça traduit bien, je pense, l'état d'esprit dans lequel il se trouvait. Alors, malheureusement, la désillusion va être à la mesure de leurs espérances. Quand ils arrivent en Chine, eh bien, tout n'est pas comme ils l'avaient imaginé. La peinture chinoise est très différente de la peinture qu'on leur a enseignée. Et très vite, ils vont devoir renoncer à la peinture à l'huile, ce qui était quand même le cœur de leur formation. Essayons de récapituler un peu les caractéristiques essentielles de la peinture chinoise pour comprendre la nature de cette déstabilisation. Les supports sont différents par rapport aux supports occidentaux, et les usages sont différents. Là, j'ai trouvé cette photo intéressante parce que ça se passe dans une salle des ventes occidentale. Vous voyez le regard de cette acheteuse potentielle devant un rouleau chinois qui fait toute la longueur de la salle.
c'est très surprenant pour l'occidental, et en plus, ça implique une difficulté à regarder. On ne peut pas regarder comme on regarde nos propres tableaux. La peinture chinoise est en effet une peinture en rouleau. Vous avez ici la manière dont ça se présentait le plus souvent. Vous avez un rouleau. Alors ce rouleau, il n'est pas complètement entier puisqu'il y a souvent des inscriptions au début et à la fin. Je n'ai retenu que la zone peinte. Ça fait 1,36 m sur 62 cm, donc c'est pas très grand, mais quand même assez grand. C'était soit vertical, soit horizontal. Ce rouleau-là représente, il a été peint par Castiglione avec un Chinois à deux mains, et il représente Qianlong en train de contempler des rouleaux. Je vais agrandir, ça vous permettra de regarder l'image tout à l'heure. Donc, le rouleau, vous le voyez sur la partie gauche de l'image, il est entoilé, il y a un repère pour indiquer le début et la fin, le sens dans lequel il faut l'enrouler, et il est attaché par une agrafe, là, vraisemblablement en jade, je ne sais pas quelle est la matière, et la boîte qui contient le rouleau, là, est faite de laque. C'est une laque qui est multicouche, rouge, et qui est recreusée, resculptée ensuite. Ce sont des boîtes extrêmement précieuses. Alors, nous allons agrandir quelques détails. Tout d'abord, ce que Qianlong est en train de regarder, c'est un rouleau qui représente le toilettage de l'éléphant. C'est un rouleau qui fait référence à la légende de Bouddha. Et n'oublions pas que les Qing sont des Mandchous, donc ils viennent du nord de la Chine, hein, et ils sont bouddhistes, clairement. Alors, Qianlong est en train de regarder ce rouleau que des servantes déplient devant lui, et vous pouvez voir qu'il y a une servante qui a un paquet de rouleaux. En fait, Qianlong s'est installé dans son jardin pour contempler des peintures. Imaginez un roi en Occident, il se déplace dans une galerie avec des courtisans et commente les peintures. Là, l'empereur de Chine est dans un jardin, au calme. Ce que vous voyez en bas, vous n'en voyez qu'un morceau, mais c'est un instrument de musique chinois, donc on jouait de la musique. Et il a à côté de lui une table sur laquelle reposent des objets précieux anciens. Il a un éventail parce qu'il doit faire chaud. Il est vêtu d'une robe de sage bouddhique. Et il y a un éventail qui lui donne un peu d'air. Donc il est très à l'aise pour se concentrer sur le plaisir esthétique. Alors, ce qu'il faut, ça c'est un premier point, c'est la peinture en rouleau qu'on contemple de manière solitaire, ou en tout cas en petit comité, et en la déroulant dans un certain ordre. L'autre point important de cette peinture, c'est qu'elle n'est pas dissociable de la calligraphie. La technique est la même, qu'il s'agisse de la peinture ou de la calligraphie, on utilise le papier, l'encre et le pinceau. Vous allez voir qu'on utilise aussi la soie, mais soie et papier, il n'y a pas de différence de prix, hein, je précise. Les papiers sont extrêmement chers, ils sont traités parce qu'il y avait des insectes, etc. Donc, ce sont des papiers très solides, traités et très chers. Donc, en fait, le tableau de Shitao que vous avez sous les yeux, à gauche, est caractéristique de la peinture savante, de la peinture lettrée. Il y a deux types de peinture en Chine. Une peinture qui est faite pour les philosophes, pour les lettrés, et une peinture plutôt documentaire, qui est une peinture d'artisan, et c'est la peinture qui se pratique à la cour. Ici, cette peinture-là de philosophe, elle demande une grande culture, parce qu'on fait sans cesse référence aux anciens,
aux anciens textes et aux anciennes peintures, parce que les deux ne sont pas dissociables. Donc, ce sont des poèmes que vous voyez, qui sont calligraphiés, et en même temps, c'est peint. Le paysage est le genre majeur. En France, le genre majeur, ce sera la scène historique et le portrait. Ici, c'est le paysage. Et l'important pour le peintre, c'est de donner une idée de son état d'âme au moment où il a regardé le paysage. Donc c'est une image du peintre que ce paysage est censé nous donner. J'ai mis à côté les coquelicots à Argenteuil de Claude Monet parce qu'il me semble que le rapport le plus étroit qu'on peut trouver entre la peinture chinoise et la peinture occidentale, c'est chez les impressionnistes qu'on le trouve. Voilà, un autre tableau encore plus ancien, mais j'ai choisi parce que il me semblait très caractéristique. La couleur est peu présente, parce que l'essentiel c'est l'encre. L'encre et le pinceau. Et donc, vous allez retrouver dans le paysage les techniques qui servent aussi pour la calligraphie, c'est-à-dire le trait, le pointillé et le lavis. Donc là, une peinture de Wu Zhen, qui est au Metropolitan Museum. Les peintures de ce type, c'est-à-dire de philosophes, ne sont pas de très grand format. À côté de ça, vous avez une peinture documentaire, celle qui est produite à la cour, et qui va se caractériser par deux points. D'une part, une perspective cavalière, c'est-à-dire que le spectateur ici se trouve placé à peu près à 30 degrés au-dessus de la scène. C'est presque une vision d'avion qu'on nous propose. Là, la perspective est à peu près correcte parce que, en fait, cette peinture date du XVIIIe siècle où les Chinois commençaient à s'approprier la perspective grâce aux peintres jésuites, mais sinon, la perspective n'est pas leur préoccupation majeure. Et d'autre part, l'autre caractéristique, c'est la ligne claire, c'est-à-dire que ces peintures vont s'apparenter un peu à notre bande dessinée. Tintin se caractérise par la ligne claire, c'est-à-dire un contour, des couleurs strictement réparties. Alors, cette peinture s'appelle Gongbi, ça veut dire peinture précise, minutieuse. Alors, le problème que j'ai eu pour cette conférence, c'est la taille des œuvres, parce que c'est à la fois minutieux, mais très grand. Donc, vous avez là la peinture, là aussi, les instructions sont coupées, mais la peinture elle-même fait quand même 3,65 m sur 2 mètres, 3,65 m sur 2,19 m. Alors, voilà, en fait, le moindre détail est peint, et ce qui est assez amusant, c'est qu'ici, dans cette peinture, vous avez un défilé, en fait, d'ambassadeurs et de tributaires qui viennent apporter des cadeaux à l'empereur pour le nouvel an, et qui doivent traverser tout le palais jusqu'à rencontrer des serviteurs qui vont aller porter les cadeaux à l'empereur. Et l'empereur, comme vous le voyez, il est représenté avec son fils sur les genoux. Nous sommes plus habitués aux maternités, mais la paternité, là, en Chine, est très importante. Et l'empereur Qianlong se fait souvent représenter avec ses enfants. Donc, vous voyez, il y a à la fois de multiples détails et une peinture très importante. Je ne peux pas détailler plus, ça prendrait trop de temps. Voilà. En même temps, cette peinture peut quelquefois être consacrée au mur, à décorer les murs du palais, et c'est ce qu'on appelle la peinture en tiers-lieu. Alors, l'image que vous avez ici vous montre en haut à gauche l'état de la peinture telle qu'on l'a retrouvée, parce que ces peintures en tiers-lieu étaient encollées sur le pourtour. Lorsque on avait envie de changer, on les détachait du mur, on les roulait plus ou moins précautionneusement. Si c'était un peintre connu,
qui avait peint la peinture, on pouvait la déposer et on l'entreposait très très soigneusement dans des boîtes. Si on considérait que bon, ça n'avait plus d'importance, on la laissait dans un coin où elle se décomposait. Et donc là, ici, vous avez une restauratrice qui est en train de restaurer une peinture Thiers-Luo qui représente l'Académie Annelien. Donc, c'est un document historique très important. Je crois même que c'est la seule représentation de cette Académie Annelien qui est dans la cité interdite, qui soit complète, parce qu'on a toujours ce principe de la vue d'avion, hein, en quelque sorte, et donc qui morceau par morceau reconstitue le puzzle. J'espère que nous aurons l'occasion d'aller au musée Cernucci pour voir cette reconstitution. Donc pour la peinture Gongbi, c'est une peinture d'atelier. Et ce qui va se pratiquer à la cour de Chine, c'est une peinture dont l'empereur est le commanditaire, l'ordonnateur et le garant. C'est-à-dire, c'est l'empereur qui décide des sujets, c'est l'empereur qui donne le détail, qui fait corriger si ça ne lui convient pas, et c'est l'empereur qui valide la peinture parce que il donnait beaucoup d'importance à l'exactitude de la représentation. Donc là, c'est la seule image que j'ai trouvée qui donne une idée précise du travail des peintres à l'Académie Annelien. Vous voyez que les peintres chinois travaillent à plat sur des espèces de bureaux, il n'y a pas de chevalet, hein, ils travaillent sous la direction d'un mandarin qui les surveille et avec des gens qui viennent regarder en permanence. Donc ce ne sont pas des conditions de travail qui sont très satisfaisantes pour des occidentaux. Et quand l'empereur était content de la peinture, lorsqu'elle était finie, eh bien il a posé son sceau. Qianlong en avait 172. Et le sceau sert, comment dire, d'abord il est collectionné, c'est un objet de collection lui-même, c'est un objet artistique, c'est-à-dire que la gravure du sceau est en elle-même une partie de l'œuvre d'art, et ça peut être soit le nom de l'empereur, soit l'endroit où est entreposée l'œuvre, soit une maxime. En fait, il y a toutes sortes de sceaux. Ce sera un autre sujet pour nous. Alors, les conditions de travail pour les peintres jésuites à la cour de Chine ne sont pas des plus confortables. La surveillance incessante de l'empereur pèse à certains et notamment à attirer. Je vous lis un passage de la lettre qu'il envoie à un de ses amis, le monsieur Dassault. Tout ce que nous peignons est ordonné par l'empereur. Nous faisons d'abord les dessins, il les voit, les fait changer, réformer comme bon lui semble. Que la correction soit bien ou mal, il faut en passer par là, sans rien dire. Ici, l'empereur sait tout, ou du moins la flatterie le lui dit fort haut, et peut-être le croit-il toujours, agit-il comme s'il en était persuadé. C'est un peu amer comme remarque, hein. Donc, d'autre part, les conditions de travail dans le palais sont très inconfortables. Le climat à Pékin est très contrasté, donc les étés sont très chauds, les hivers sont très rudes, et ça pose des problèmes pour les mains, pour les encres, pour tout le travail de peinture. Les peintres, quand ils sont devant l'empereur, doivent peindre à genoux, ne peuvent se lever que si l'empereur leur en donne l'autorisation. D'autre part, ils ne sont pas spécialisés. On peut leur commander toutes sortes d'œuvres. Ils vont être mis un peu à toutes les sauces, si j'ose dire. C'est-à-dire, on va leur faire de l'architecture, des émaux, des fixés sous verre, et pas seulement des dessins et des peintures. D'autre part, on leur demande d'assurer des tâches de formation, et Castiglione va prendre cet aspect très à cœur, puisqu'il va former une quarantaine de peintres chinois, il va les former à la perspective, il va d'ailleurs écrire un traité de perspective en chinois avec l'aide d'un chinois.
Euh, mais ça aboutissait à une collectivisation des tâches. Un peu comme dans les peintures d'atelier en Flandre, hein, on retrouve ça dans les peintures d'atelier occidentales, hein, c'est-à-dire les peintres, je pense à Obregel par exemple, qui était spécialisé dans les fleurs et qui faisait les fleurs autour d'un portrait par exemple. Là, ça se passe aussi comme ça à la cour de Chine, c'est-à-dire qu'il y a des spécialistes des vêtements, des spécialistes des armes, des spécialistes des animaux, des spécialistes alors, les peintres jésuites attirés, et Castiglione en particulier, étaient spécialistes du visage de l'empereur. Donc la plupart du temps, le visage de l'empereur a été peint par l'un ou par l'autre de ces deux peintres. Et quand le peintre appose sa signature sur il y a un sceau spécial avec la signature du peintre sur le rouleau, ça veut dire qu'il a pris quand même une grande part au tableau. Mais il n'appose pas toujours sa signature. Et donc ça pose un problème d'attribution des œuvres, puisque quand on recherche les œuvres de Castiglione, on voit attribuer à Castiglione une quantité d'œuvres qui sont un peu suspectes. Je n'ai attribué à Castiglione que les œuvres dûment validées par des spécialistes, hein, je précise, dans cette conférence. D'une manière générale, le statut social des peintres n'est pas aussi important pour un peintre de cour qu'il pourrait l'espérer. Et il s'estime en particulier très mal payé. Attiré n'est pas content parce que en fait, ils doivent vivre avec les subsides envoyés de France par Louis XIV et ils sont payés avec des rouleaux de soie dont dit Attiré, il n'a pas grand-chose à faire. Alors, certains ne vont pas supporter ces conditions. Hein. Gherardini, qui était un très jeune peintre qui est arrivé en Chine, nous verrons ses œuvres la prochaine fois, qui est arrivé en Chine plein d'illusions et qui était en train qui pouvait être admis à l'académie, qui était en train d'acquérir une certaine célébrité. Donc, il arrive en Chine et là, il se trouve ravalé à un rang nettement inférieur. Il l'a très mal supporté. Et lui, au bout de 4 ans, il est retourné en Occident, mais il retrouvera jamais la célébrité qu'il avait pu acquérir avant. Matteo Ripa également est retourné en Occident. Alors, voilà ce que dit Attiré. Sa lettre me paraît très révélatrice, encore une fois. Être à la chaîne d'un soleil à l'autre. Avoir à peine les dimanches et les fêtes pour prier Dieu. Ne peindre presque rien de son goût et de son génie. Avoir 1000 autres embarras qu'il serait trop long de vous expliquer. Tout cela me ferait bien vite reprendre le chemin de l'Europe si je ne croyais mon pinceau utile pour le bien de la religion et pour rendre l'empereur favorable aux missionnaires qui la prêchent, et si je ne voyais le paradis au bout de mes peines et de mes travaux. C'est dur hein, comme remarque. Il voue sa vie à Dieu à travers une soumission dans la peinture. Je crois que ce n'est pas le cas de Castiglione. Dans le film, l'acteur qui joue le rôle de Castiglione dit et s'adresse à Attiré pour le consoler de son amertume et lui dit et le plaisir de peindre. Je crois que Castiglione a trouvé le plaisir de peindre, alors qu'Attiré a longtemps vécu les contraintes comme un empêchement à son épanouissement. Mais avec leur amitié, Attiré va lui aussi se siniser. Hein. C'est ce qui s'est passé, c'est que tous les deux vont devenir chinois, en fait, de plus en plus. Donc, nous avons tenté de suivre les peintres jésuites dans leur adaptation aux exigences de la cour de Chine, et il nous reste à mieux comprendre comment ils ont été utilisés, le sens que ça avait pour les empereurs de Chine de faire appel à des peintres occidentaux. Et c'est ce que nous examinerons lors de notre prochaine rencontre. Voilà, construction du pouvoir mandchou dans une Chine multi-ethnique. Nous verrons beaucoup d'œuvres à ce moment-là et nous essaierons de voir le projet politique qu'il y avait derrière.